À la une de l'actualité, première séance plénière de la 8e législature, les députés de l'Assemblée nationale se sont retrouvés ce 30 mars au menu des échanges de projets de loi portant sur les données à caractère personnel et la création d'une commission des droits humains. 70%, c'est le taux d'exécution des travaux de construction de l'autoroute de contournement de la ville de Ouagadougou. En visite sur le chantier, le ministre Éric Bougman s'est dit satisfait de l'état. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous suivre. Nous prenons tout de suite la direction de l'Assemblée nationale où les députés de la 8e législature ont effectué leur toute première séance plénière sur la table de discussion de projets de loi portant sur les données à caractère personnel et la création d'une commission des droits humains. Pour défendre ces projets de loi face aux élus nationaux, Victoria Ouedraogo Kibora, ministre de la Justice et des Droits humains, on apprend qu'ils ont tous été adoptés à l'unanimité. C'est donc un premier exercice plutôt réussi pour la responsable en charge des droits humains au Burkina Faso, Archimède Boy. C'est son premier face-à-face avec les élus nationaux. La ministre de la Justice défend ici deux projets de loi, l'un portant sur la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et l'autre portant création d'une commission nationale des droits humains. Concernant le premier projet de loi, les principales innovations sont entre autres l'institution des délégués à la protection des données à caractère personnel dans les administrations publiques et privées, ainsi que l'institution d'un nouveau régime d'autorisation pour prendre en compte certains traitements sensibles. En termes de traitement de données sensibles, il s'agit des données en rapport avec la santé. Par exemple, et nous savons qu'il y a quand même un secret par rapport à des dossiers de santé et ces genres de données ne doivent pas être apportés à la connaissance de tous. Il y a également des données en rapport avec la religion et la politique, l'éthique, des données en rapport avec l'appartenance syndicale ou d'autres types qui sont vraiment des données personnelles et qu'on ne souhaiterait pas voir manipulées de n'importe quelle façon. Pour la création d'une commission nationale des droits humains, la principale innovation, c'est que cette commission, qui existe depuis 3 ans déjà, devra aussi œuvrer à prévenir la torture ou les traitements cruels, inhumains et dégradants. La CNDH pourra désormais effectuer des visites inopinées dans des lieux de privation de liberté en vue de prévenir la torture et pratiques assimilées. Sur ce point, la question des exactions qui seraient commises par certains groupes d'autodéfense s'est invitée dans le débat. Effectivement, nous savons tous ce qui se passe, mais il se trouve qu'avec le renforcement des pouvoirs, ou du moins des compétences de la CNDH, elle aura beaucoup plus de pouvoir pour descendre donc, sur le terrain. Et je crois même qu'à leur niveau, il y a un certain nombre d'activités de sensibilisation qui est prévu d'être menée à l'endroit des groupes de défense au niveau des communautés. Au terme des échanges, les deux projets de loi sont adoptés à l'unanimité et l'on note un exercice réussi par Victoria Ouedraogo Kibora. L'ancien Premier ministre Paul Kabatiba, devenu directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, a eu une rencontre d'échange virtuel avec 3 structures françaises œuvrant pour l'opérationnalisation de la CDC Burkina Faso. Pour plus d'efficacité, on apprend que désormais, les collectes d'épargne retraite de la CNSS et de la Carrefour seront centralisées au niveau de la CDC. Une nouvelle gestion financière qui se fera selon 3 principes: la sécurité, la liquidité et le rendement, à en croire le responsable de l'institution. Les détails avec Abdoul Aziz Sarri. Ne seront plus gardées au sein des banques commerciales. Elles serviront de ressources de ravitaillement de la Caisse des dépôts et consignations CDC
qui a pour rôle de financer des projets d'intérêt général. C'est au cours de cette réunion virtuelle entre institutions françaises et burkinabè que Paul Kabatieba a fait l'annonce. La loi qui crée la Caisse des dépôts et consignations dit qu'à partir de maintenant, c'est les ressources qui sont collectées au titre de l'épargne retraite auprès de la CARFO, de la CNSS, plus l'épargne populaire qui est collectée auprès de la Poste, doivent faire l'objet d'une gestion financière centralisée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, qui est un établissement public à statut spécial que l'État a créé pour les gérer, pour les protéger, mais pour les gérer selon des principes simples: la sécurité, la liquidité et enfin le rendement. Le directeur général de la Caisse des dépôts se veut clair: centraliser les collectes d'épargne retraite de la CNSS et de la CARFO au niveau de la CDC n'est pas synonyme d'assécher la liquidité de ces deux institutions de prévoyance sociale. Pour assurer la viabilité financière de la CNSS, pour assurer la viabilité financière de la CARFO, on ne va pas assécher les liquidités. Il y a une fraction de ces ressources-là que nous pouvons commencer déjà à centraliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations, commencer à travailler sans altérer leur équilibre financier et les liquidités. C'est ce que nous allons faire. Et au niveau de la Caisse des dépôts et consignations, on a mis en place, nous sommes en train de mettre en place, avec nos partenaires, des modèles de gestion financière, des modèles de gestion qui permettront de faire en sorte que ces fonds bénéficient des techniques de gestion les plus avancées. L'objectif recherché par le gouvernement à travers la création de la Caisse des dépôts et consignations est de pouvoir compter sur ses propres moyens pour le développement du Burkina Faso. L'histoire de notre pays a été telle que la plupart de nos plans de développement, depuis l'indépendance, depuis que nous sommes jeunes, la plupart de nos plans de développement reposaient sur des financements extérieurs. De telle sorte que c'est des financements qui peuvent venir comme ils peuvent ne pas venir. C'est des financements qui sont conditionnés par beaucoup d'aléas. Et c'est pour mettre un terme à cette situation que nous avons décidé, que le gouvernement a décidé de mettre en place une institution financière qui va essayer déjà de centraliser la gestion financière des fonds qui sont à long terme pour les recycler pour les financements du développement du Burkina Faso et réduire ainsi de manière substantielle l'apport des financements extérieurs. Le gouvernement rassure, la Caisse des dépôts et consignations sera bientôt opérationnelle. D'ores et déjà, elle bénéficie de l'appui technique de la CDC française et de l'appui financier de l'Agence française de développement à hauteur d'environ 2 milliards de francs CFA. On en vient au mouvement d'humeur des employés de la CITAB, la société industrielle de transformation d'acier au Burkina Faso. 500 travailleurs au total constatent impuissants depuis la semaine dernière la mise sous scellé de toutes les installations de leur entreprise. Un différend judiciaire qui oppose leur ancien directeur général à la dite société et pour la première fois, travailleurs et administrateurs regardent dans la même direction. Ils ont initié un sit-in pour réclamer la réouverture de la boîte. Abdourazak Paouré. Un moment suspendu, un silence assourdissant. À la société CITAB, la société industrielle de transformation d'acier au Burkina Faso, c'est un fait qui prendra place dans les livres d'histoire de l'entreprise. Toutes les machines, sans exception, sont aux arrêts. Les matières premières chôment. Cette commande de milliers de palettes de tôle destinées à l'exportation au Mali attend toujours d'être livrée. Aucun client ne peut être servi. De l'autre côté de l'entreprise, une atmosphère de deuil règne. Des travailleurs désemparés, le danger est imminent. Ils craignent la perte de leurs emplois. En réalité, depuis la semaine dernière, toutes les installations de la société sont mises sous scellé par la justice. Elle condamne la société à verser le montant de 600 millions de francs CFA à son ancien directeur général pour l'avoir licencié abusivement. Notre crainte, c'est la perte totale de nos emplois. Parce qu'on risque de perdre notre emploi. Parce que si on ne travaille pas, on ne pourra pas survivre aux besoins de nos familles. Moi, je suis là depuis 2011. C'est vrai, on n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Si on le perd totalement, ça sera compliqué. Je pense que je ne suis pas la seule personne dans cette situation. Donc voilà pourquoi
vous sentez vraiment qu'il y a le désespoir qui se lit sur le visage de tout le monde. Vraiment, on s'inquiète. Donc, on veut interpeller vraiment le premier responsable, si c'est possible, vraiment se pencher sur la question. Je sais que c'est des histoires de suicide, nous, on ne maîtrise pas ce domaine. Notre inquiétude aujourd'hui, c'est pouvoir conserver nos emplois. Si au niveau des travailleurs, cette situation est vécue amèrement et sans qu'ils ne puissent comprendre ce qui arrive exactement à l'entreprise, du côté de la direction des ressources humaines, les choses sont on ne peut plus claires. Mais ce qui pique au vif ici, c'est la saisine totale des actifs rendant impossibles les activités. Le directeur des ressources humaines parle d'injustice. Après le rejet de l'appel, l'avocat a immédiatement interjeté en cassation. Mais avant même qu'on ait une décision de cassation, on a vu venir les huissiers. Alors que, à mon sens, il aurait fallu attendre au moins que le juge de la cassation se prononce avant de procéder aux saisies. Les actifs de la société vont évidemment au-delà des 600 millions. Vous avez pu faire un tour pour voir l'ampleur de la saisie. Ça aurait pu être proportionné. On serait en train de travailler actuellement. Ils sont allés bien au-delà. Pratiquement tout. En dehors des humains qui n'ont pas été saisis là, tout a été saisi à la CITAB. Comme clairement expliqué plus haut, le dossier suit donc son cours en justice. En attendant l'issue, c'est le sommeil de 500 travailleurs de la boîte qui est troublé. Des travailleurs qui appellent à l'implication des plus hautes autorités du pays afin de sauver leurs emplois. Le chantier de construction de l'autoroute de contournement de la ville de Ouagadougou avance bien. C'est le constat fait hier par le ministre en charge des infrastructures au cours d'une visite aux côtés de Mahamadou Bonkungu, PDG d'Ebomaf, entreprise en charge des travaux. Le taux d'avancement des travaux par rapport au projet initial est de 70,2%, de quoi rassurer Éric Bougma. Alsen Konditondi. Le ministre des Infrastructures, Éric Bougma, sur le chantier de l'autoroute de contournement de Ouagadougou. Aux côtés de Mahamadou Bonkungu, le responsable de l'entreprise en charge des travaux, ils viennent constater l'état d'avancement des travaux. Sur le tronçon reliant la RN2 à la RN22, ce sont les ouvrages de franchissement qui sont en train d'être achevés. À certains niveaux du chantier, quelques modifications ont dû être opérées, comme ici sur le passage de rail de Kaya à Pabri. À d'autres niveaux, comme au carrefour giratoire au croisement avec la RN4, le bitume a été posé sur de 100 km. De quoi rassurer. C'est un projet qui s'exécute, je dirais, très bien. Je voudrais rappeler que l'autoroute de contournement de la ville de Ouagadougou est un projet très structurant, cher au président Roch-Marc Christian Kaboré. Il est structurant pour l'économie nationale. C'est le projet également qui permet au schéma directeur d'aménagement du Grand Ouaga de prendre corps et d'être une réalité. C'est le projet d'infrastructure le plus grand jamais réalisé, en tout cas au Burkina Faso. Le taux d'exécution des travaux à la date du 28 mars est de 70,2% par rapport au marché de base et de 56,3% par rapport aux quantités actualisées. Le délai d'exécution est consommé à plus de 49%. On est même en avance. Nous avons des ouvrages, des ponts qui ont été réalisés et nous avons un linéaire très important de bitume qui a été mis en œuvre, et des gras bitumes, des bétons bituminés, ainsi que la couche de base. Et nous avons plus de 60% des travaux de terrassement qui ont été faits aussi. Pour l'exécution des travaux, l'entreprise Mahamadou Bonkungu et Fils a dû faire face à des difficultés. Celle qui l'oppose au riverain de l'autoroute de contournement semble être la plus complexe. Nous n'avons pas de raison d'être assignés en justice et partout ailleurs pour des paiements. Nous exécutons ce que l'État nous donne comme instruction. Nous démolissons les maisons que l'État nous dit de démolir. Et je voudrais surtout attirer l'attention des personnes affectées par le projet, que leur interlocuteur direct, c'est l'État du Burkina Faso et non Ebomaf. L'autoroute de contournement est longue de 125 km. Elle est construite dans le cadre d'un partenariat public-privé avec le groupe Ebomaf. Le coût global est de 181 milliards de francs CFA pour une durée d'exécution de 36 mois hors saison de pluie. Ils font souvent face à des clichés et préjugés
poursuivre la pratique de leurs fonctions. Les Rougas ou les chefs des bergers ont donc décidé de rompre le silence. Face à la presse, ils ont expliqué la fonction et le rôle des Rougas dans la société burkinabé. Archimède Boy nous en dit plus. Amidou Bandé est un Rouga qui signifie en langue peul chef des bergers. Il dirige l'Union nationale des Rougas du Burkina. Ce 27 mars, il anime sa première conférence de presse pour exposer la fonction et le rôle du Rouga dans la société burkinabé. Le Rouga se définit donc comme étant le chef de berger et, de manière plus spécifique, le manager gestionnaire de la transhumance. Le concept est né au Nigeria depuis des décennies et s'est progressivement étendu au Niger. La naissance de ce leadership en milieu éleveur-pasteur répondait principalement au souci de sécuriser la transhumance et de lutter contre le vol du bétail. Mais aujourd'hui, face aux conflits communautaires et la crise sécuritaire marquée par des attaques terroristes dans le pays, le rôle du Rouga va au-delà de ce concept culturel. Le Rouga va au-delà de cette perception étriquée. Il est un véritable leader d'éleveurs-pasteurs, porteur des valeurs de l'élevage pastoral, mais aussi et surtout un leader engagé, capable de faciliter et d'animer les dynamiques d'intégration socio-économique et socio-culturelle entre les éleveurs-pasteurs et les autres communautés et partant de contribuer à un pastoralisme apaisé, sécurisé. Ce sont toutes ces raisons qui ont motivé la mise en place de l'UNRB. Cette organisation a vu le jour en juillet 2016 à Fadangoma. Elle ambitionne renforcer les capacités des éleveurs et travailler en étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le grand banditisme. Faire la promotion du vivre ensemble est aujourd'hui une nécessité au Burkina Faso, et ce au regard de la crise sécuritaire que traverse le pays depuis 6 ans. Un festival Vivre ensemble à Ouagadougou est organisé chaque année depuis 2015 pour promouvoir la paix et la cohésion sociale entre les communautés. L'édition 2021, tenue du 24 au 28 mars dernier, a été une réussite selon les organisateurs. Abdou Aziz Sari. Ouagadougou, aussi appelée capitale du cinéma africain, est connue pour ses arts, notamment la musique, qui est un facteur de rassemblement. C'est donc à travers elle que les artistes véhiculent des messages de paix et de réconciliation auprès de ces centaines de festivaliers. À l'instar de Tinès la déesse et Joey le soldat, les appels à la cohésion et à la promotion du séculaire vivre ensemble sont aussi lancés par des étoiles montantes de la musique burkinabé. Cet événement est depuis sa première édition l'expression de la résilience des populations déterminées à conjuguer leurs efforts pour que la paix et la réconciliation ne soient plus de vaines paroles, mais une réalité quotidienne. Parce que tout simplement, actuellement, on a besoin de ça, avec l'histoire des djihadistes et puis en plus des divisions entre les ethnies, vous voyez un peu. Donc, tu es Peul, tu es Mossi, tu es Gourissi, voilà, il faut se chercher, voilà, c'est social quoi. Il faut vivre ensemble, c'est important. Voilà. Au-delà de la joie, des chants et des danses ethniques et linguistiques de Ouagadougou qui ont été célébrés lors des 5 nuits de spectacle. Un des indicateurs pour montrer que le pays vit, c'est le secteur culturel. C'est le fait de pouvoir organiser ce type de festival. Et plus nous voulons profiter aussi de ce festival pour faire la promotion de la cohésion, pour faire la promotion du vivre ensemble. Donc, c'est vraiment une nécessité, c'est une utilité que le ministère accompagne ces genres de festivals-là pour l'objectif de cohésion sociale. Le président du conseil régional du centre ne cache pas sa joie de voir les Burkinabés célébrer ensemble. Invité sur la scène, Éric Thiam Touré félicite les organisateurs de l'événement qui en est à sa 6e édition. Le message que j'ai à dire, c'est
que nous prônions la cohésion, l'entente. Il n'y a que cela qui puisse nous amener tous à nous impliquer pour le développement de notre région et par-delà le développement de notre pays. Et j'allais dire que c'est une invite, sinon une leçon que le Sanguiré donne à l'endroit de tous les Burkinabés pour dire qu'il n'y a pas seulement que l'homme politique qui doit s'impliquer pour la réconciliation, mais tous les Burkinabés partout là où il est. Remise d'attestations, de trophées et des visites de stands sont aussi quelques moments forts qui ont marqué cette soirée festive à but fédérateur. Actualité hors de chez nous, c'est un soulagement pour les Maliens. L'armée française a été condamnée après le raid qu'elle a mené dans le village de Bounti le 3 janvier dernier. Un raid qui a causé la mort de 19 personnes. Et pendant ce temps, au Niger voisin, après une tentative de coup d'État, des militaires auraient été arrêtés. Et selon les dernières informations, le chef du commando, lui, serait encore en fuite. Mais la garde républicaine rassure. Tout est sous contrôle. Le président élu Mohamed Bazoum pourra prêter serment ce vendredi 2 avril. Des militaires auraient été arrêtés au Niger après une tentative de coup d'État. Les tirs à l'arme lourde et légère ont été entendus pendant près de 30 minutes dans la nuit de mardi à mercredi dans le quartier du Plateau à Niamey, qui abrite notamment la présidence de la République. Selon des sources, la situation serait sous contrôle. La garde républicaine aurait repoussé les assaillants. C'est dans ce contexte que le président élu du pays, Mohamed Bazoum, prêtera serment vendredi. Il succédera au président Mahamadou Issoufou après la présidentielle de février, contestée par le candidat malheureux du second tour, l'ancien président Mahaman Ousmane. Le raid mené par l'armée française près du village de Bounti le 3 janvier au Mali a tué 19 civils. C'est la conclusion à laquelle est parvenue l'enquête de la mission des Nations Unies dans le pays, dans son rapport publié mardi, balayant la version des autorités françaises qui affirmaient avoir plutôt tué des djihadistes. Côté malien, le rapport de la MINUSMA est accueilli avec soulagement. La MINUSMA vient de publier son rapport, nous donnant raison à 100%. À 100%, pourquoi? Parce que nous avons signalé depuis le début qu'il y a eu 19 victimes, tous des civils, de petits. Et aujourd'hui, le rapport confirme qu'il y a eu 19 personnes civiles tuées par la force Barkhane. Des victimes civiles qui faisaient partie des centaines de personnes qui participaient à un mariage coutumier sur le site visé par la force Barkhane. Pour les Maliens, ce drame ne doit pas rester impuni. Bon, pour le moment, nous sommes en train de voir les voies et moyens. Qu'est-ce qu'on doit faire si on va porter tout de suite plainte ou Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité. D'ici là, excellente suite de programme sur notre chaîne.